Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la semaine de la data en l'IA. Voilà, c'est pour la deuxième session de cette semaine. Voilà, je suis ravi de vous accompagner à nouveau. Donc, ce matin, je suis Patrick Lemartret, je suis directeur marketing chez Oracle. Donc, voilà, bienvenue. Nous allons continuer donc ce programme ce matin. On a avant voilà, quelques propositions comme hier. Voilà, pour ceux qui nous ont rejoints hier. Donc, on a cet accord avec Oracle University qui vous permet de profiter voilà, de training, de formation donc gratuite sur les sujets d'actualité, bien entendu, tout ce qui est cloud infrastructure et data management. Voilà, vous avez un QR code pour vous inscrire et profiter largement de ces formations. Puis également, on a un groupe LinkedIn en français, donc Objectif Cloud Oracle. Là aussi, très intéressant, on met des contenus qui correspondent à ces différentes séries de webinaires, donc vous y avez un accès direct. Puis c'est une communauté de plus de 1000 personnes qui vous permet également de poser des questions et voilà, d'avoir des informations les plus à jour possibles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce groupe LinkedIn. Le programme, je reviens sur le programme de cette semaine, voilà, qu'on a appelé Data en AI. Donc hier, nous étions sur, on va dire, des concepts et les solutions d'infrastructure, les technologies, notamment les bases de données, la vectorisation de la donnée, tout ce qui est langage naturel, voilà, qui font les briques, qui vous permettent de monter donc, ces projets d'intelligence artificielle. Et puis, à partir de ce matin, voilà, on va rentrer dans les cas d'usage, dans les bénéfices aussi que l'on attend de ces nouveaux projets autour de l'IA. Et donc, voilà, tout à l'heure, dans un instant, on va commencer donc sur le secteur retail et manufacturing. Cet après-midi, on sera sur la finance. Puis demain matin, énergie, services, télécommunications. Et demain après-midi, secteur public et santé. Puis on terminera la semaine, donc vendredi, donc sur un sujet voilà, qui nous concerne tous, c'est la sécurité. Voilà, ces projets d'IA vont embarquer effectivement des challenges autour de la sécurité. On en parlera donc vendredi matin. Aujourd'hui, donc, voilà, avant de retrouver là, nos différents intervenants, aujourd'hui, on va s'intéresser donc au sujet du retail, au sujet du manufacturing. Et voilà, avant de présenter nos intervenants, le slide de Safe Harbor, voilà, tout ce qu'on va dire ce matin ne tient pas lieu de contrat. Voilà. Et enfin, donc, nos intervenants, avant de les présenter, donc, simplement faire le commentaire qu'à tout moment sur ce webinaire, utilisez le petit picto, donc Q&R, pour poser donc, vos questions. On y répondra donc soit à l'écrit ou moi-même, en fait, j'animerai une session de questions-réponses tout à l'heure avec aussi vos commentaires et vos remarques. Donc, nos intervenants, donc pour ce matin, nous aurons tout à l'heure le plaisir d'entendre David Columbel, qui est Cloud Sales Director donc chez Oracle France, Nicolas Avides, qui est Hyperscaler Alliance Manager chez NVIDIA. Merci d'ailleurs à Nicolas donc, en passant et merci à NVIDIA de collaborer sur ce webinaire. Nous aurons également donc, Kevin Puech, qui est Account Cloud Engineer chez Oracle France, Philippe Saadé, qui est Head of AI EMEA for High-Tech chez Oracle, Victor Avion, qui est Cloud Sales représentatif chez Oracle France, et également donc Pierre Tomasetti, qui est Cloud Sales Senior Manager, auquel je vais passer tout de suite la parole. Pierre, si tu en es d'accord, je te laisse ma place. Merci Patrick. Alors, Zapet est là. Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer cette semaine Data IA Retail avec une petite présentation de certains cas d'usage qu'on va aborder ensemble. Vous aurez ensuite une vision d'innovation avec NVIDIA et des démos réalisées sur notre technologie OCI par notre équipe. Alors, si on parle de retail, il est littéralement et métaphoriquement vrai que vous ne pouvez pas écrire retail sans AI, sans IA. Et bien que l'IA ait pénétré presque tous les secteurs majeurs, son impact sur le commerce de détail, tant pour les entreprises que pour les consommateurs, est tout simplement incomparable. L'IA transforme positivement le retail dans différents domaines. L'expérience client, l'efficacité opérationnelle, le développement et l'innovation des produits, et évidemment l'analytique. Pour être concret et expliciter cette transformation, je vous propose de partager quelques cas d'usage sur lesquels nous travaillons au quotidien avec nos clients et nos partenaires sur le secteur du luxe et du retail. Donc dans ce qui touche sans doute l'aspect le plus évident du commerce, l'expérience client, que ce soit en ligne ou en magasin,
nous avons l'IA qui a aujourd'hui optimisé les achats et les interactions pour offrir des gains considérables tant pour les clients que pour les détaillants. Si on revient sur un certain nombre de cas d'usage, le premier que je citerai, c'est tout ce qui tourne autour du marketing personnalisé et des recommandations. Aujourd'hui, au travers de campagnes marketing ciblées basées sur des préférences et des comportements individuels, on va pouvoir aller suggérer des produits, des services sur mesure. Dans la continuité, vous avez aujourd'hui un service client qui est amélioré. Les chatbots, tout ce qui est chatbot et assistants virtuels sont alimentés et dopés par l'intelligence artificielle qui apporte une assistance sur un format 24/7 à l'ensemble des clients. Si on va dans l'ère du phygital, de l'omni-retail, où on réconcilie tous les canaux de vente, l'IA permet aujourd'hui des essayages virtuels de vêtements et d'accessoires et va même plus loin jusqu'à l'acte d'achat en réalité augmentée, où l'IA et la réalité augmentée permettent aux clients de visualiser les produits dans leur propre environnement en apportant le magasin directement chez eux. Dernier point, à l'ère du social listening, l'IA permet aujourd'hui de surveiller et de répondre aux interactions sur les réseaux sociaux et permet aux marques de construire des relations clients sans lever le petit doigt. Deuxième grande catégorie, l'efficacité opérationnelle. L'une des façons les plus simples de réduire les coûts dans le retail, c'est d'utiliser l'IA pour améliorer cette efficacité opérationnelle. Car si les détaillants peuvent influencer la demande ou diversifier leurs approvisionnements pour réduire les coûts, ce qui touche aux opérations, c'est-à-dire ce qui se passe dans les quatre murs, dans le magasin, sont toujours entièrement sous leur contrôle. Donc à ce niveau-là, on va travailler avec l'IA sur l'optimisation de la gestion des stocks en prenant en compte les tendances, la saisonnalité, pour que l'IA vous aide à optimiser les niveaux de stock, à réduire les coûts de stockage et à améliorer la disponibilité des produits. On va ensuite sur la détection des fraudes, où l'IA va pouvoir détecter des fraudes à la carte bancaire ou sur des vols de produits pour ensuite les prévenir. Troisième cas d'usage assez d'actualité par rapport aux politiques RSE, c'est l'efficacité énergétique. De façon un petit peu triviale, on va laisser l'IA éteindre les lumières en optimisant l'utilisation globale de l'énergie dans les magasins pour réduire les coûts et l'impact environnemental. Et enfin, on dit souvent que le succès dans le retail repose souvent sur des processus qui sont répétables. L'IA peut aujourd'hui évidemment vous aider à automatiser de nombreuses tâches routinières pour libérer du temps aux employés et se concentrer sur des activités plus stratégiques. Dernier point, on va parler de time to market, qui est essentiel dans le retail, donc dans le développement et dans l'innovation des produits. Qu'il s'agisse d'aider les détaillants à découvrir les dernières nouveautés ou de trouver des moyens de réduire les coûts sur les produits phares, l'intelligence artificielle offre des outils pour accélérer et optimiser la création des produits qui remplissent les rayons. Donc sur la phase de conception des produits, l'IA va pouvoir aider à contribuer à identifier les nouvelles opportunités, les nouvelles tendances pour créer des articles innovants et attrayants. Une fois qu'on a identifié ces produits à créer, il va falloir sélectionner les matériaux. C'est vrai dans le monde du retail, c'est encore plus vrai dans le monde du luxe, dans le secteur du luxe, pour avoir une aide au choix des meilleurs matériaux en fonction de facteurs tels que le coût, la durabilité et les performances. Une fois que les matériaux sont sélectionnés, on rentre dans la phase de contrôle qualité, où l'IA peut venir automatiser les processus de contrôle qualité pour garantir le respect des normes aussi bien internes et des réglementations externes. Et enfin, à l'ère de la customisation tout azimut, les clients d'aujourd'hui souhaitent une expérience unique et l'IA permet de proposer des produits personnalisés comme des vêtements ou des accessoires sur mesure. Donc au-delà de ces quelques exemples, nous revenons tout juste de deux événements majeurs sur l'innovation et l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le CES à Las Vegas et la NRF à New York, où de nombreuses innovations ont été mises à l'honneur. Je passe la main à notre ami Nicolas Savides de NVIDIA qui va vous parler d'innovations telles que le Digital Human ou le Retail Shopping Advisor, avant une démonstration de nos équipes sur quelques cas d'usage réalisés avec la technologie OCI. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente matinée en notre compagnie. Nicolas, c'est à toi. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci d'être là. Effectivement, on va essayer de parler un petit peu voilà, de ces cas d'usage, mais de voir aussi comment concrètement NVIDIA peut aider à les mettre en œuvre. Voilà, est-ce que j'arrive à passer le slide moi-même? Hop, non, est-ce que tu peux mettre le suivant? Voilà. Donc on a chez NVIDIA, on fait deux choses chez NVIDIA. Une chose pour laquelle on est très connu, c'est notre hardware, que vous retrouvez largement chez OCI, avec bien sûr nos GPU pour l'accélération matérielle, aussi bien du graphisme que du calcul des modèles IA, entraînement et inférence.
Et puis tout notre réseau qui est également tout le matériel réseau d'NVIDIA Networking qui est présent chez OCI pour améliorer les performances. Ce qu'on sait beaucoup moins chez NVIDIA, c'est qu'on a aussi une énorme partie liée au logiciel pour aider tous nos clients à mettre en œuvre tous les cas d'usage IA. Donc on n'a pas des solutions logicielles finies, on va dire, avec une user interface, etc. Mais on va vraiment fournir des briques pour construire des applications IA. Si je prends le cas du retail, effectivement, alors les cas d'usage ont été déjà présentés, on peut les présenter différemment côté Nvidia, mais l'idée c'est que vous soyez en magasin, en ligne, etc., vous allez avoir des dizaines de façons d'intégrer l'IA dans vos processus, que ce soit pour améliorer ce que vous faites déjà, améliorer votre service client, améliorer votre prédiction de stock, améliorer vos opérations en entrepôt, ou que ce soit pour offrir des nouveaux services à vos clients, comme ceux qui ont déjà été mentionnés, la personnalisation, l'essai virtuel de vêtements, par exemple, ou la customisation d'un produit avec sa représentation en temps réel. Donc tous ces use cases sont extrêmement valides. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est que bah, en tant que retailer, spécialiste de la grande distribution, spécialiste de développement produit, vous n'êtes pas forcément toujours des spécialistes du développement de modèles d'intelligence artificielle, de leur déploiement at scale pour des centaines ou des centaines de milliers d'utilisateurs en parallèle. Et c'est souvent là, sur ce passage à l'échelle, que les difficultés se présentent. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de résoudre chez NVIDIA avec notre logiciel. Si tu passes au slide suivant, on a une suite qui s'appelle NVIDIA AI Enterprise. Donc ça, c'est le nom global de la suite. Voyez-le comme la suite Office de l'IA. Donc NVIDIA AI Enterprise, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour construire les applications IA de bout en bout, de la préparation de données à l'entraînement, à l'inférence. Il y a des centaines de composants. Personne n'utilise tout, mais il y a quelque chose pour tout le monde. Je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur un composant particulier de la suite AI Enterprise qui s'appelle NVIDIA Inference Microservice ou NIM. C'est juste plus facile et plus joli à prononcer. Donc les NIM NVIDIA, on est parti du constat que aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes à passer à l'échelle IA parce qu'ils se retrouvent confrontés à deux choix. Soit je prends un service purement SaaS, totalement hébergé, etc., qui par définition a déjà fait certains choix pour moi en termes de quel modèle je vais utiliser, la façon dont il est implémenté, etc. Et donc va pas forcément me convenir toujours en termes de customisation, personnalisation ou intégration dans une application plus vaste parce que je vais vouloir le connecter à mon stock, à ma base client, etc. Et ça va parfois m'obliger à sortir de mon environnement et je vais pas avoir le contrôle complet. Donc les services SaaS sont en général faciles à utiliser, mais sont pas toujours très flexibles. Ou inversement, il faut que je construise tout moi-même. Je vais aller chercher mes modèles, les customiser, les déployer, les optimiser, etc., etc. Et là, ça requiert un niveau de compétence que la plupart des gens n'ont pas parce que c'est votre métier. C'est pas nécessairement d'être spécialiste IA, c'est avant tout de servir des clients de vos produits. Donc les NIM sont là pour essayer de résoudre ça. Qu'est-ce que c'est un NIM? C'est un conteneur. Donc c'est une boîte, un conteneur que vous pouvez déployer sur n'importe quel Docker, sur Oracle Kubernetes Engine par exemple, ou sur un OpenShift que vous auriez déployé sur des nœuds Oracle par exemple. Donc c'est un conteneur, et dans le conteneur on a déjà mis un certain nombre de choses. Un modèle préoptimisé, un serveur d'inférence pour faire tourner le modèle, un Helm-chart pour provisionner toute l'infrastructure en dessous, et des API standardisées sur ce conteneur. Donc, ça vous évite, grosso modo, tout le travail d'optimisation et d'intégration. Grosso modo, pour déployer un modèle IA, vous passez de j'ai besoin d'un expert IA à j'ai besoin de quelqu'un qui sait déployer un conteneur, et c'est quand même beaucoup plus facile à trouver. Euh, donc, l'idée vraiment, c'est de dire on a un conteneur, j'ai des modèles avec un certain nombre de choix dedans, donc je vais avoir des LLM, je vais avoir des modèles de computer vision, je vais avoir des modèles de logistique, je vais avoir des modèles, etc., sur plein de domaines, et je standardise les API, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime bien le modèle Llama 3, très bien, je l'intègre dans mon application, dans mon chatbot en ligne, etc. Mais demain, je veux changer pour Mistral, très bien, je change le NIM,
Je remplace le NIM Lama par le NIM Mistral, mais mes API restent les mêmes, donc toute l'application que j'ai pu construire autour n'a pas à être changée. Ça va permettre aussi éventuellement de comparer des modèles et de faire évoluer facilement. Donc l'idée du NIM, c'est d'enlever la complexité de tout ce qui est optimisation du modèle. Donc, vous êtes certain que vous allez avoir les meilleures performances possibles et donc le meilleur ROI possible sur les GPU NVIDIA, de bâtir dans le temps et d'offrir du support enterprise en cas de problème sur l'exécution de ces modèles. Donc les NIM fonctionnent totalement sur Oracle. Vous pouvez les déployer dans l'environnement que vous voulez, de la façon que vous voulez pour construire votre application. Et on a pris le concept un tout petit peu plus loin. Si on passe au slide suivant, euh, il y a beaucoup d'usages et d'applications IA dans celles qu'on mentionnait qui en fait nécessitent plus d'un modèle. Je veux faire un chatbot, je vais avoir besoin non seulement d'un LLM effectivement, mais je vais aussi avoir besoin de tout ce qu'il faut pour faire du RAG et le connecter à ma base de connaissances. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse de l'embedding, il va falloir que j'ai un modèle qui évalue la qualité de mes réponses, qui peut-être fasse du guardrails, etc. Si je veux faire de l'analyse sur mes PDF, pareil, il faut que je fasse de l'intégration, etc. Donc il y a beaucoup de use cases et vous en voyez un certain nombre ici qui ne sont pas forcément nécessités théoriels, mais on a pris ce concept de NIM, qui sont des modèles individuels préoptimisés, et on les a cumulés pour faire des blueprints d'applications IA qui sont prêtes à l'emploi. Alors je vous invite, si vous voulez voir un petit peu tous les exemples et jouer un peu avec, elles sont toutes prêtes à tester sur un site qui s'appelle build.nvidia.com. C'est vraiment pour tester, pour regarder, etc. Dans ceux qui peuvent vous intéresser, alors il y a le Digital Human qui est super sympa à utiliser, qui est en haut à gauche ici, où on va cumuler un LLM pour faire du chat, mais aussi un modèle 3D avec une photo très photoréaliste, où on va synchroniser aussi la voix avec les lèvres, etc. Donc ça peut donner une expérience client super intéressante pour vos services de support, par exemple, ou pour un kiosque pour passer une commande dans un restaurant à l'entrée, par exemple. Donc ça, celui-là, il est super sympa. Allez le tester, je vous y encourage, il est rigolo. Je vais faire un focus sur deux et pour illustrer un peu le concept du blueprint. Donc le premier, sur le prochain slide, on va voir l'AI Virtual Assistant, donc, qui est un cas super courant, mais qui est parfois compliqué à implémenter. Donc, quand vous allez aller sur le site build.nvidia.com, vous allez pouvoir trouver le blueprint pour l'AI Virtual Assistant. Donc, vous allez avoir à gauche, vous allez voir un exemple. Donc là, en l'occurrence, ça simule un magasin Nvidia où le client va voir toute sa purchase history, donc tout son historique d'achat. Il a acheté des GeForce, il a acheté des t-shirts Nvidia, formidable. Et vous allez pouvoir interroger, chatter en langage naturel, etc. Où est passée ma commande, où ça en est, est-ce que je peux la retourner, enfin, etc. Donc c'est vraiment connecté à une base de connaissances. Donc là, on simule un magasin, mais l'idée, c'est de vous donner tous les outils et c'est la Blueprint Card, donc cette référence architecture que vous voyez à droite où toutes les cases vertes sont des NIM NVIDIA, donc des packages prêts à être intégrés. Et puis, bien sûr, il va nous falloir d'autres éléments extérieurs, une connexion à votre base produit, à l'historique d'achat, à peut-être votre politique, la politique de retour de la société, etc., qui sont très probablement stockés quelque part sur vos infrastructures Oracle, que ce soit pour votre ERP, pour votre database, etc. Mais donc, on va vraiment vous faciliter la tâche pour l'intégration en donnant des références architecture pour un use case IA bien particulier. Le deuxième, et pour conclure, je vais vous donner un deuxième exemple qui est tout beau, tout neuf, tout frais, annoncé à NRF il y a une dizaine de jours. NRF, c'est une grande conférence retail aux États-Unis, mais à portée mondiale. Et donc, on a annoncé un nouveau blueprint pour le Retail Shopping Assistant, ou de même chose. On va combiner des NIM. Donc, vous voyez sur la droite plutôt des NIM qui sont des LLM, un retriever pour faire du RAG et donc vous connecter à votre base de connaissances. Un guardrail en haut, donc qui va permettre de dire ce que le modèle a le droit et pas le droit de faire. C'est un certain nombre d'éviter ce qui donne des informations non pertinentes. Et puis, dans ce cas-là, on a aussi un IM sur toute la partie intégration 3D, qui est notre second logiciel qui s'appelle Omniverse, mais qui va vous permettre de cumuler cet aspect chat et generative AI avec l'intégration de vos modèles 3D de vos objets que vous vendez, par exemple, sur une photo, une vidéo, etc. Donc, on essaye de retirer toute la complexité. C'est évidemment des scénarios qu'on a vus, dont on a entendu parler, etc., mais qui jusqu'ici demandaient souvent des développements custom assez lourds. L'idée est d'arriver avec tous les building blocks et simplement à connecter avec la certitude que l'optimisation est bonne, qu'on va avoir le meilleur possible de notre infrastructure, que c'est supporté
par Oracle et par NVIDIA et qu'on peut passer à l'échelle en toute confiance avec le support qui va bien derrière. Donc voilà, tester ces c'est vraiment l'idée d'NVIDIA, c'est de vous offrir des softwares qui viennent sur nos infrastructures GPU qui tournent chez Oracle pour optimiser tous ces use cases dont on vous parle, mais arriver à les mettre à l'échelle aussi rapidement que possible et aussi efficacement que possible. Merci, et je repasse la parole à Kevin. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Mon nom est Kevin Puech. Je suis Account Cloud Engineer chez Oracle France. Et aujourd'hui, avec Victoria, on va vous faire une petite démo IA dans le cas retail sur OCI. Tout à fait. Bonjour à tous, je m'appelle Victoria Vuong. Donc comme Kevin l'a dit, je suis sales représentative sur la partie cloud et IA. Et aujourd'hui, on est très contente de vous retrouver à l'occasion de ce webinaire pour découvrir de manière très concrète, vous allez le voir, comment la data et l'IA peuvent vous permettre de prendre des meilleures décisions basées sur des données que vous avez déjà en main. Donc dans le cadre de cette session avec Kevin, on va sortir un peu de nos rôles respectifs pour vous montrer un cas vraiment concret. Donc dans cette optique, je serai non plus Sales Cloud représentative, mais bien directrice donc d'un complexe commercial, comme on le voit à l'écran. Donc quelques éléments de contexte sur cette zone commerciale. C'est un centre de 70 boutiques, alimentaires comme non alimentaires, où l'on peut faire des achats sur place, mais aussi en livraison, en click and collect, et le tout idéalement situé en zone urbaine. Mon objectif en tant que responsable de ce complexe, c'est donc de faire grandir mes différentes boutiques, mes différentes franchises, accroître l'attractivité de mes commerces en misant sur l'expérience et la satisfaction client, entre autres. Mais bien malheureusement, je fais face à 3 obstacles majeurs. Premièrement, au niveau de la supply chain et de la logistique, donc tout ce qui concerne le réapport, l'inventaire, mais surtout la gestion des stocks, avec des boutiques qui ont soit des stocks qui sont excessifs, soit complètement insuffisants pour répondre à la demande, ce qui cause bien sûr des problèmes au niveau du chiffre. Deuxièmement, donc au niveau du personnel, qui, similairement parlant, sont soit trop nombreux, soit au contraire sont débordés, et qui accessoirement reçoivent tous les jours des dizaines et des dizaines d'appels téléphoniques, des clients qui souhaitent poser des questions, transmettre des remarques, avoir des renseignements sur des boutiques précises, ce qui mène fatalement à des problèmes d'efficacité opérationnelle pour les raisons que j'ai citées. Donc il y a un vrai manque à gagner qui est du coup économique, mais aussi un impact énergétique. C'est-à-dire que le centre n'est aujourd'hui pas capable d'anticiper ses besoins au niveau des plages horaires d'éclairage, ni ses besoins en chauffage ou en climatisation, ce qui peut paraître trivial mais non négligeable, comme l'a mentionné Pierre dans son intro, parce que ça finit fatalement, inévitablement, à peser non seulement sur les ambitions de sobriété énergétique, mais aussi et surtout sur la satisfaction client. Alors on dit souvent que la donnée a la réponse à tout, donc j'ai fait appel pour ça à Kevin, qui est data scientist et expert en analyse de données, pour voir comment je peux mieux anticiper mes besoins à partir des données que je possède et que je collecte tous les jours dans mon centre. Merci Victoria, j'ai entendu ton besoin et donc on va essayer aujourd'hui d'y répondre avec OCI et je vais endosser le rôle, moi de mon côté, du data scientist et de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter avec une plateforme uniforme, tout englobé en termes de solutions, d'avoir donc la possibilité de prédire un nombre de visiteurs dans un centre commercial en suivant donc une approche composite AI, donc c'est-à-dire de combiner différentes solutions d'intelligence artificielle pour pouvoir atteindre l'objectif de Victoria aujourd'hui, qui est d'optimiser ses flux, ses données et de comprendre au mieux ce que le centre commercial apporte et attire au niveau des clients. Et donc aujourd'hui, on va combiner différentes solutions au niveau donc de l'analytics, du natural language processing, de l'image detection, et dans le but voilà de faire de différentes prédictions. Donc on va partir dans un premier temps avec une analyse des vidéos du parking de ce centre commercial. Donc on va se servir des données des données visuelles pour en faire des données chiffrées et pouvoir en tirer des rapports et prédire différentes fréquentations en fonction des jours, etc. Donc aujourd'hui, on va se lancer dans l'utilisation de OCI
speech dans un premier temps, OCI Vision pardon dans un premier temps, qui va nous permettre voilà à partir d'une image donc de notre parking de compter le nombre de véhicules, de prédire aussi l'utilisation du parking. Donc on voit qu'il identifie bien 4 voitures ici et qu'on est à un pourcentage d'utilisation du parking d'environ un peu plus de 7%. De la même façon, sur un jour un peu plus, ou un moment de la journée où il y a un peu plus de fréquentation, qu'on va arriver, voilà, avec un parking quasiment plein à 85%, où on va aussi compter le nombre de véhicules, différencier aussi le type de véhicule. On a une majorité de voitures ici, mais on a aussi un scooter qui est détecté. Donc par la suite, on va en faire donc une analyse complète de ces données. Donc on va pouvoir ici aller à chaque jour de la semaine voir quelles images ont été prises au fur et à mesure de la journée, de compter donc le nombre de voitures, et d'en faire des moyennes, des chiffres. Donc en bas à gauche ici, on va voir la fréquentation du coup dans la semaine, le pourcentage d'utilisation, et on voit qu'on a des pics en fait sur chaque week-end ici. Ensuite, sur un jour, on va avoir aussi la moyenne par heure. Donc, on voit qu'on a des pics entre 10 heures et 16 heures et qu'ensuite, on va avoir une diminution de la fréquentation. Donc, ça, c'est tout un tas de données qu'on va réussir à récupérer. Donc, transformer des images de nos caméras de vidéosurveillance en données chiffrées et datées, de pouvoir en faire une analyse par la suite et des prédictions de fréquentation. Autre donnée qu'on va utiliser aussi, c'est notre call center qui va récupérer tous les avis clients par boutique, par service qui sont proposés à l'intérieur du centre commercial, et donc essayer de récupérer au mieux les données les plus pertinentes. Donc ici, on va utiliser aussi de la même façon des services OCI. Donc, dans un premier temps, OCI Speech, qui va nous permettre de convertir un fichier audio qui aura été enregistré de la conversation du call center en fichier texte. Ensuite, avec la combinaison d'un assistant GenAI, le résumé de cette conversation, puis l'utilisation d'OCI Language pour faire de l'analyse de sentiments et détecter les mots-clés et voir quels ont été les ressentis de la vie en question, savoir s'il a été positif, s'il a été négatif, sur quel point. Donc là, par exemple, ici, on a un avis qui va porter sur un restaurant du centre commercial. Et donc, on va le convertir ici en texte. Donc ici, voilà, on voit le résumé texte. Ensuite, les mots clés qu'on va avoir sur donc le nom du restaurant, le type de menu qui a été pris, on voit qu'on parle de staff aussi, de waiter, donc tout ce qui est service aussi. Et ensuite, on va associer un sentiment à chacun de ces mots clés. Donc associer négatif ou positif à chacun de ce type de commentaires. Et ensuite, on va faire une moyenne, on va donner un score à cet avis. Donc là, il est noté à 6. Et ensuite, on va pouvoir, de la même façon qu'avec les données vidéo, en faire un résumé détaillé en termes de données. Donc ici, en haut à gauche, vous allez voir que c'est les fluctuations d'avis négatifs d'une semaine à l'autre. Donc la première semaine en grise, la semaine 49. Et ensuite, on voit qu'on a augmenté en termes la semaine suivante en termes de retour négatif. Donc, on va avoir un delta en rouge. Ensuite, les deltas en vert sont des diminutions d'avis négatifs. Et donc, on va voir ensuite fluctuer au fur et à mesure des semaines le nombre d'avis. Ensuite, on va pouvoir aussi détailler quels types d'avis ont été émis par type de service au sein du centre commercial, donc que ce soit au niveau finance et banque, au niveau vente d'électronique, au niveau du supermarché ou même de boutiques de mode. Et donc on voit que au final, dans ce cas-là, on a des avis plutôt bien répartis et assez homogènes sur chacun de ces thèmes. Mais sur certaines semaines, on va pouvoir potentiellement observer des pics et voir qu'un certain domaine est particulièrement affecté par les plaintes téléphoniques.
Et donc ensuite, on va pouvoir aussi faire un affichage plus global sur ces catégories-là ici en bas à gauche, sur donc les moyennes d'avis négatifs avec les différents ratios. Et aussi, on va pouvoir comparer donc le centre commercial de Victoria, le comparer à un autre centre commercial pour voir lequel est le plus performant en termes d'avis positifs ou négatifs. Et donc tout ça aussi va être répertorié en données et on va pouvoir travailler dessus par la suite pour créer un modèle de prédiction. Donc ici, avant de se lancer dans ça en tant que data scientist, la phase préliminaire, une fois que ces données ont été récupérées, c'est de les nettoyer, c'est d'en faire ce qu'on appelle de la data discovery and preparation. C'est le fait de combler les trous, en fait, de combler les trous, lisser les courbes, de pouvoir compléter toutes les données qui ont été mal récupérées. Ça peut arriver et ça arrive très souvent. Et donc aussi, on va proposer avec OCI Data Science la possibilité de rajouter ces données à la main, mais aussi de les automatiser, de détecter les champs manquants, d'aider le data scientist à les remplir ou à les modifier et à faire toutes ces modifications. Donc ça, c'est la possibilité de faire du data labeling sur OCI. C'est toute une phase assez longue. Et donc là, on va s'intéresser maintenant, une fois que les données sont nettoyées, à la création du modèle. Donc on a tout un lot de données d'entrée. Et donc on va y rajouter aussi les données qu'on a récupérées nous-mêmes, donc à partir de la vision et à partir du call center, pour ajouter des données en plus de ce que le centre commercial de Victoria connaît déjà, pour en faire une prédiction à venir sur la fréquentation de ce dernier. Et donc, on va utiliser OCI Data Science pour cela. Donc, dans un premier temps, on va importer toutes nos données. Je vais aller assez rapidement, mais donc, comme on rentre un peu plus dans la technique ici, vous montrer comment on élabore un modèle de data science. Donc, ici, on va aller chercher les données, les récupérer toutes dans les différents champs. C'est ce qu'on retrouve ici, donc on les affiche au fur et à mesure, nos tables. Et donc je vais vous montrer particulièrement ce qui est fait ici dans la démo, c'est de récupérer donc nos données précédentes. Donc ici on a la moyenne d'utilisation parking, le nombre de commentaires négatifs. Ensuite on récupère aussi les revenus du centre commercial, différents autres, donc c'est bien sûr daté, et différents autres champs qui déterminent aussi donc la fréquentation. Donc on a récupéré ces fréquentations sur les derniers jours et en fait on va entraîner donc le modèle à partir de toutes ces données pour prédire à l'avenir à partir de toutes ces données à gauche cette colonne-là, cette dernière colonne sur les semaines à venir. Donc on va faire de la prédiction, faire de l'entraînement sur ces données-là et donc on va pouvoir voir qu'après l'entraînement, on a cette prédiction qui est faite. Donc là, on a la fréquentation ici en bleu sur les jours passés. Et donc, on va prédire cette fréquentation sur les jours à venir en violet. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, et ce qui est souvent fait, enfin, ce qui est une norme de faire pour tester les modèles, c'est de comparer ça donc, avec un jeu de test. Et donc, de comparer la prédiction avec le réel. Et donc ici, on va pouvoir comparer donc les différentes prédictions qui ont été faites par rapport à la valeur réelle. Donc ici, on a trois courbes, donc elles se confondent un peu donc on a du vert, du bleu et du violet. Donc en bleu, on a la prédiction, ensuite on a prédiction haute, prédiction basse, et en jaune, on va voir que le réel, au final, c'est bien trouvé dedans. C'est quasiment collé à la courbe de prédiction. Et donc, on va en faire ensuite des ratios et calculer un peu l'efficacité de notre modèle. Et ici, donc, on voit que par rapport à nos données de test, on est à 2,63% d'erreur, ce qui est très, très convenable et ce qui en fait un bon modèle de prédiction. Et donc, tout ça a été fait sur OCI Data Science. Donc, ensuite, à partir de toutes ces données, on va pouvoir en faire l'analyse et donc aider Victoria dans son travail de gestion des stocks, d'anticipation de gestion du personnel, de
voilà, changement peut-être de localisation d'un certain magasin dans le centre commercial et optimiser tous les flux et déplacements. Donc voilà ce que j'ai pu apporter aujourd'hui avec OCI dans ce besoin. Merci du coup Kevin pour cette démonstration. Finalement, rien qu'en prenant comme base les enregistrements d'appels des clients et les flux vidéo provenant du parking du centre, on se rend compte que ce centre commercial et tous ces symptômes, c'était en fait une mine d'or de données. D'ailleurs, on aurait même pu pousser plus loin en utilisant les relevés des caisses ou encore les avis sur Google, mais c'était pour vous montrer à quel point la donnée exploitable est omniprésente. Donc, et ces données, après les avoir travaillées, analysées, valorisées comme l'a fait Kevin au travers de sa démonstration, on a pu l'actionner et prendre des décisions, prendre des meilleures décisions d'ailleurs, comme on connaît mieux les habitudes de la clientèle et qu'on est capable d'avoir une vision vraiment granulaire sur ses comportements. Donc suite à ce travail, les retombées sur le centre commercial ont été les suivantes. Premièrement, 37% de pertes en moins liées au surstockage et au gaspillage alimentaire, donc on n'a plus eu le besoin de jeter ni de brader les marchandises faute de demande. Secondement, un NPS, donc un Net Promoter Score en hausse de 4 points, donc une meilleure satisfaction client qui engendre bien sûr une meilleure fidélisation client. Et enfin, une augmentation du chiffre d'affaires de près de 22% via une programmation d'offres promotionnelles spécifiques à l'affluence qui ont été projetées par les prédictions fournies par le modèle construit par Kevin. Et pour résumer un peu tout ce qui a été fait d'une façon assez technique et assez rapide aussi, donc juste pour schématiser, donc les données qui ont été récupérées ici, donc par le call center, analysées avec OCI Speech, puis OCI Language, tout ça mis dans donc notre base de données autonome sur le cloud. Ensuite, on a récupéré aussi toutes les données des capteurs du centre commercial directement dans la base de données aussi, et ensuite les images du parking utilisées par OCI Vision et données transmises sur Autonomous Database. Différentes autres données externes en termes de calendrier, météo, etc. La création du modèle grâce à OCI Data Science et ensuite l'analyse des données avec Analytics Cloud. Donc tout ça, voilà, fait sur OCI, une unique plateforme qui vous permet de faire ce qu'on a appelé donc un mélange de une combinaison de différents modèles d'IA pour une et même solution qui va répondre à vos besoins. Donc pour conclure cette démo, j'enlève maintenant ma casquette de manager de centre commercial pour vous en dire plus sur la genèse d'un projet de valorisation de data grâce à l'IA chez Oracle, comme on a pu vous montrer, qui s'applique du coup à tous les business, des use cases les plus légers aux plus transformationnels, bien sûr à échelle. Donc on a des équipes dédiées qui sont à disposition pour vous aider à chaque étape de votre parcours, pour permettre à vous aussi de canaliser et capitaliser sur vos données. Donc tout ce travail, ça commence par une phase de définition des besoins et des use cases, donc ce que j'aime appeler un peu le diagnostic en quelque sorte, pour vous aider à identifier comment déjà l'IA peut répondre aux problématiques qui vous sont les plus critiques. Vient ensuite la phase de prototypage ou de POC pour élaborer et construire une solution basée sur les services Oracle et qui est aussi connectée à votre infrastructure. Puis bien sûr, la mise en production de la solution où on est capable cette fois-ci de solliciter des équipes de consulting internes à Oracle ou encore des partenaires pour s'assurer du bon déroulé du déploiement de la solution et bien sûr de son alignement avec votre stratégie. Et enfin, la phase d'optimisation de la solution, où une fois qu'elle est mise en place, on va faire un maximum pour tirer parti des insights, mais aussi faire tout un travail de FinOps avec nos équipes de business value, dont c'est le métier finalement, afin de maximiser votre ROI. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, nous ou votre équipe de compte, pour discuter à ce sujet. Et donc sur ce, je vais passer la main à David Coulombelle pour sa prise de parole. Merci Victoria et merci Kevin. Donc des mots super intéressantes qu'on applique dans le monde du retail, mais qu'on peut appliquer également dans le monde du manufacturing. C'est pour ça qu'on a appliqué à cette session Data AI cette semaine ces deux verticaux, manufacturing et retail. Alors moi je suis là en fait pour vous parler du monde manufacturing. Euh, pour faire une analogie, je compare souvent l'AI à un chef d'orchestre invisible, mais incroyablement talentueux, qui permettrait à une musique de fonctionner à la perfection sans une fausse note. Donc là, ma présence aujourd'hui devant vous, c'est pour vous apporter des retours d'expérience de nos différents clients et vous livrer quelques cas d'usage AI en manufacturing qui sont sans doute les plus pertinents aujourd'hui, parce qu'il y en a une multitude,
Donc la bonne nouvelle, c'est que ces use cases AI sont déjà en production. On peut les regrouper sous 4 catégories. La première, c'est design and computing. Pardon, design and computing vision. La deuxième catégorie, c'est la partie factory planning, avec cette fameuse notion de jumeau numérique, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. La troisième catégorie, c'est optimisation des processus. Et donc la quatrième, Gen AI. Donc on va commencer par la partie design et computing vision. Je pense que vous avez tous vu des simulations, des modélisations souvent en 3D de produits manufacturés ou par exemple d'écoulement d'air ou de fluide, des applications dédiées spécifiques pour ça. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que ces modélisations sont de plus en plus poussées, avec des énormes sets de données, et donc sont accélérées par une infra et des GPU dernier cri. Et là, on rentre vraiment dans le scope du HPC, du supercalcul, des capacités graphiques haute performance. Et donc, c'est là que la scalabilité du cloud et de ces clusters du calcul dédiés à l'AI prennent tout leur sens. La seconde catégorie des use cases AI dont je voulais vous parler, c'est tout ce qui est trait donc au factory planning, à la notion de jumeau numérique. Et là, franchement, l'effet wow de la visualisation est encore plus fort, puisqu'on a des numérisations d'environnements industriels et d'usines complets. Donc, la finalité évidente, hein, c'est optimiser les workflows de production dans ces usines. Alors, j'ai un autre exemple hyper intéressant, tout récent. Imaginez-vous que vous êtes un industriel et que vous êtes face à un client. Et ben, vous pouvez dorénavant présenter à votre client la simulation de l'intérieur d'un train complet ou d'un avion complet avec un photoréalisme mais époustouflant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette simulation, vous pouvez la modifier en temps réel et à la demande de votre client sur le choix des matériaux, des tissus, des codes couleurs. Donc là, on a parlé design et conception. Maintenant, on va passer au moment de la production, vraiment dans le mode industriel, et de l'après-production. Donc, la troisième catégorie des use cases AI qu'on retrouve le plus souvent, c'est tout ce qui est optimisation des processus. Et là, on va retourner en usine. Alors, l'objectif, évidemment, c'est que chaque étape de la production soit analysée pour en tirer le meilleur rendement possible. Donc, le corollaire, c'est des délais réduits, des coûts qui baissent, la qualité qui grimpe. Alors, vous allez me dire sur le papier, waouh, vrai miracle économique, digne d'un bon conte de fées. Dans la réalité, le constat qu'on fait, nous, chez Oracle, c'est que les use cases AI les plus récurrents en optimisation des processus, on le retrouve principalement sur 2 sujets. Le premier, c'est la supply chain. Alors, ça se comprend aisément, on en parlait tout à l'heure sur la partie retail, ça permet d'optimiser les flux et les inventaires en jouant sur la flux de données qui sont très diverses, hein, on l'a vu en démo tout à l'heure, et souvent imprévisibles d'ailleurs. Et puis un autre sujet très important qui est le sujet test, contrôle et maintenance prédictive. Alors dans le monde industriel, c'est la clé. Là, l'histoire est simple. Vous avez des centaines de capteurs qui remontent en temps réel des datas concernant des pièces en mouvement sur des machines. Ces capteurs ont l'avantage de détecter des micro-vibrations qui statistiquement sont censées entraîner une panne. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'arrivera pas, car l'AI va générer automatiquement et au bon moment un SMS directement pour l'intervention d'un technicien pour que celui-ci remplace la pièce détachée avant même qu'elle soit encore défectueuse. Donc évidemment, on connaît la conclusion de tout ça, c'est des interruptions finalement coûteuses qui sont évitées. On permet de prolonger la durée de vie des équipements. Et si on fait une analogie à notre vie personnelle, j'ai envie de dire qu'on n'est pas très loin finalement de notre propre relation avec le médecin aujourd'hui. Et enfin, la quatrième catégorie que je voulais aborder avec vous, c'est la partie Gen AI. Alors là, pour le coup, le retour sur investissement le plus rapide est avéré, hein, on a plusieurs cas d'école hyper intéressants, c'est le knowledge management, donc le management de la connaissance, et donc l'automatisation qui peut y être associée. Alors j'ai un exemple très récent chez un industriel de l'armement. Donc c'est le responsable en charge de cette activité qui nous partageait. Quand vous avez une base documentaire sur le maintien en conditions opérationnelles d'un système embarqué dans un avion, qui représente des centaines de milliers de pages accumulées sur une période de 15 ans, le tout dans plusieurs langues étrangères, et que bien souvent, les sachants autour de ce maintien en conditions opérationnelles, ces sachants partent progressivement à la retraite. Et là, vous allez vous dire, le use case est vite trouvé. Effectivement, c'est ce qu'ils ont déployé. Ils ont utilisé l'AI là où l'humain a vraiment atteint ses limites. Donc maintenant, un prompt suffit pour avoir une réponse immédiate, très précise, sans équivoque à la question posée sur la maintenance d'un appareillage électronique. Tout ça sur la base de tout le patrimoine documentaire qui était concerné dans l'entreprise et dans votre langue. Difficile de faire plus efficace. Donc vous voyez, sur ces
quelques cas de figure ou cas d'usage d'AI, on voit bien que le secteur manufacturier est transformé par l'IA, où il y a vraiment l'efficacité et la précision qui sont maximisées vraiment à l'extrême. Alors c'est évidemment pour permettre aux entreprises de se concentrer sur leur innovation et la croissance. Toutes ces possibilités d'optimisation qui sont offertes par l'IA existent déjà chez nos clients manufacturing, du cloud d'Oracle, et tout ce que je vous ai présenté, l'instant que je vous ai décrit, existe vraiment. Donc soit en POC, soit en production. Donc si vous vouliez aller effectivement plus en détail sur certains de ces sujets, évidemment, on s'en a à votre disposition. Alors, je vais présenter ce qui était disponible aujourd'hui. Ce que Nicolas Savides de NVIDIA va vous partager maintenant, c'est ce à quoi on doit s'attendre demain. Donc, premièrement, il va revenir sur la notion de physical AI et physical gen AI, vous expliquer effectivement en quoi ça consiste. Et puis, le deuxième point qui est assez intéressant, c'est vous présenter les tout derniers modèles de NVIDIA, Cosmos. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais pas tout déflorer, mais c'est une famille de modèles qui sont pré-entraînés. Et l'idée, c'est que grâce à ces modèles, des robots mobiles autonomes qu'on retrouve dans des usines ou dans des entrepôts, ou même des robots humanoïdes, acquièrent dans un environnement simulé des compétences à mettre en œuvre dans un monde physique réel. Là, pour le coup, ça y est, on commence à dire que le fantasme devient réalité. Donc, à toi, Nicolas, je te laisse la main. Je vous laisse. Merci David. Effectivement, voilà, c'est effectivement. Je disais, on a deux softwares. Quand dans la présentation tout à l'heure, on a deux softwares chez Nvidia. On a Nvidia AI avec les NIM notamment dont je parlais tout à l'heure. On a un deuxième software qui s'appelle Omniverse qui est dédié à tout ce qui est construction de digital twin, donc exactement tout ce que tu as évoqué. Comment quand je construis une usine, un entrepôt, un véhicule, etc. J'abats un peu toutes les barrières entre mes différentes sources de modèles 3D, mes schémas techniques, tout ça dans un environnement temps réel, collaboratif et photoréaliste et qui respecte les lois de la physique. Donc Omniverse est vraiment dédié à ça. Ça se combine avec les NIM, etc. pour essayer de bâtir tous les use cases que tu as mentionnés. Si on va sur le prochain slide, hop, on est vraiment sur les use cases que tu as annoncé. Je vais pas y revenir, mais on a des outils chez Nvidia pour tout ça. Je vous mettais un peu plus tôt build.nvidia.com. Parmi les blueprints que je présentais plus tôt, on en a un spécifiquement, par exemple, pour tout ce qui est CFD. Donc, de la dynamique des fluides assistée par IA pour avoir des résultats et itérer beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'en CFD classique, ce qui n'empêche pas de la vérification en modèle habituel. Mais voilà, tous les use cases manufacturing, on va avoir des choses chez Nvidia, du rendering à la simulation, etc., etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus émerger, notamment dans les usines, c'est tout ce qui est, alors ce qu'on va appeler d'une part tout ce qui est automatisation, et donc par le fait de plus en plus, il y a des besoins de ce qui va être ce qu'on appelle physical AI. Donc, si on va au slide suivant, on trouve de plus en plus d'engins autonomes, et ça va des usines avec de simples bras à là on a une espèce de tondeuse qui au milieu qui sert un peu à entretenir les champs, etc., surveiller les plantations, savoir quand c'est prêt à être cueilli, à dans des entrepôts plutôt dans des scénarios retail dont on parlait, des robots qui vont aller déplacer les palettes, les livrer, préparer les colis, etc., à effectivement peut-être dans un futur un peu plus lointain, le robot qui fera vos toasts le matin pour vous aider à la maison et fera le ménage. Ça, on en est encore un petit peu plus loin, mais de plus en plus, il y a cette notion de machine autonome qui a besoin de compréhension du monde physique. Donc, le problème, oui, tu peux passer sur le slide suivant. Le problème d'entraîner un robot pour le monde physique, que ce soit un robot humanoïde comme on voit ici, à de simples bras, c'est la difficulté à accueillir des modèles. C'est-à-dire que acquérir de la data, pardon. Entraîner un modèle, il faut, comme toujours, beaucoup de données réelles au démarrage. Si je prends la raison pour laquelle le premier réseau de neurones, il savait reconnaître des chats, c'est que les chats, c'est probablement ceux dont on trouve le plus de photos sur Internet. Aujourd'hui, quand on veut faire des robots autonomes, que ce soit pour trier des pièces, assembler une voiture, etc., il faut l'entraîner sur des données réelles qui sont généralement très compliquées et très coûteuses à acquérir.
Soit je dois l'entraîner, je dois prendre mon prototype et lui faire les tâches. Mais d'une part, des prototypes, en général, j'en ai pas beaucoup. Je lui fais faire les tâches, ça prend du temps, et puis chaque prototype peut le faire qu'une fois. Et puis en plus, j'ai le risque, comme à droite, de le voir se casser, et j'ai mon prototype qui valait quelques centaines de milliers d'euros, qui se retrouve cassé parce que je l'ai entraîné. Donc, il y a un vrai challenge sur tout ce qui est apprentissage des machines autonomes, à avoir suffisamment de données. Et donc c'est pour ça au CES, on a annoncé, si on passe au slide suivant, le premier World Foundation Model, donc, qui se veut résoudre ça. Donc c'est vraiment un modèle d'IA qui a pour but, qui a été entraîné sur des photos, des vidéos, des données du monde réel, des données de sensors, etc., etc., et qui a pour but de générer des volumes massifs de données synthétiques pour entraîner toutes ces machines autonomes, du bras robot à la tondeuse autonome, à la voiture autonome, etc. Donc toutes ces machines qui vont être autonomes, pouvoir les nourrir de données. Donc ça s'appelle NVIDIA Cosmos. Si on va sur le dernier slide, tu peux cliquer, juste passer les animations. Euh, donc si on, L'idée de Cosmos, c'est de dire aujourd'hui, entraîner une machine autonome, soit on part de la donnée réelle, c'est cher, c'est compliqué, j'en ai pas beaucoup, etc. Et puis j'arrive pas à avoir les edge use cases. Je veux entraîner une voiture autonome. Potentiellement, faut que je l'entraîne sur. J'ai un caribou qui traverse la route ou j'ai un grizzly qui est au milieu, parce que ça peut m'arriver en Alaska. Maintenant, j'en ai pas sous la main pour vraiment entraîner mon modèle. Donc l'idée de Cosmos, c'est de dire, on va partir de notre modèle 3D, notre jumeau numérique tel qu'il existe aujourd'hui. Et là, j'arrive vaguement sur mes modèles 3D à faire quelques dizaines, douzaines de simulations parce que je fais varier les objets, les machins, la position. Mais de ça, je vais générer des centaines, des milliers, des millions de variations en vidéo que je vais pouvoir donner à mes modèles d'entraînement de mes robots et nourrir le logiciel et tous les capteurs de mon robot avec ces données vidéo. Elles sont photoréalistes, elles obéissent aux lois de la physique. Donc j'ai un carton qui tombe, il va tomber de façon réaliste, s'écraser de façon réaliste, etc. Je veux faire des simulations sur des tissus, et ben je vais pouvoir dire qu'est-ce qui se passe si j'ai un tissu en soie, en coton, en laine qui tombe, et il va agir différemment et pouvoir entraîner mon robot sur toutes ces situations-là. Donc l'idée de Cosmos, c'est vraiment ça, c'est partir des modèles 3D, en générer des vidéos pour faire des données massives, des volumes massifs de synthetic data, pouvoir prévoir tous les edge use cases, partir éventuellement de simples photos qui ont été faites et puis en pouvoir les tourner en données synthétiques, et puis pouvoir derrière faire tourner tous nos logiciels de machines autonomes dans cet environnement simulé, nourrir le modèle pour qu'on puisse l'entraîner sur des millions de use cases qu'on aurait du mal à avoir, et donc pouvoir accélérer drastiquement l'entraînement de ces machines autonomes, que ce soit dans nos usines, dans les objets qu'on fabrique, et pouvoir arriver plus rapidement à passer en production et à l'échelle, sans avoir à attendre de la donnée réelle qui est très compliquée à obtenir. Voilà, donc c'était la dernière nouveauté du CES, qui s'intègre vraiment dans la suite Omniverse et IA de NVIDIA, qui adressait l'ensemble des use cases qui avaient été mentionnés un peu plus haut. Et avec ça, je repasse la parole à Kevin. Merci Nicolas. Donc rapidement, je vais faire donc une dernière overview sur la partie manuf sur OCI. Donc rapidement, différents cas d'usage donc on peut rencontrer que David a déjà mentionné. Donc ici, on va faire le focus sur deux cas d'usage et qu'est-ce qu'on peut en faire avec OCI. Donc ce que David a déjà bien mentionné, c'est la possibilité de faire de la maintenance prédictive. Donc là, dans le cas avionique, donc sur des moteurs d'avion notamment. Donc ce qu'on va faire de la même façon que ce que j'ai déjà montré au tout début, c'est qu'on va combiner OCI Data Science et Machine Learning Platform à Oracle Analytics Cloud pour, dans un premier temps, faire le modèle, faire une prédiction sur chaque data et de pouvoir anticiper les pannes et de pouvoir donc
prédire les moments où on va devoir remplacer les pièces et réduire aussi les coûts de maintenance. Donc tout ça va être fait donc grâce à OCI Data Science, faire de la prédiction de data. Et ensuite, on va pouvoir visualiser ça, travailler sur ces données en utilisant ces modèles dans Oracle Analytics Cloud, donc une unique plateforme sur OCI, une partie back sur laquelle vous allez pouvoir développer vos modèles et une partie front avec laquelle vous pouvez travailler sur vos données et les utiliser, les exploiter directement pour optimiser les process. Et finalement, je vais présenter un dernier use case qui réunit un peu le monde du retail et le monde du manuf en conclusion. C'est l'optimisation d'entrepôts et de gestion des stocks. Donc, ce qu'on va faire aussi dans ce cas-là, c'est de prédire un peu les différents patterns de commandes, donc de pouvoir anticiper à quelle fréquence les pièces sont achetées, à quelle fréquence on va devoir les faire du réassort, et aussi optimiser le placement au sein de l'entrepôt pour justement voilà des pièces qui sont fréquemment achetées ensemble, les regrouper, les amener au même endroit pour réduire les déplacements des magasiniers ou autres et ainsi rendre l'entrepôt plus efficace. Donc avec tout ça, on va pouvoir donc faire ce qu'on appelle du clustering, donc de réunir en clusters différents endroits de l'entrepôt, différentes parties pour rendre l'entrepôt intelligent et le plus fonctionnel possible, tout en gérant les stocks. Donc, c'était une rapide partie sur OCI. Donc, dire que voilà, on peut, en utilisant Data Science, Analytics Cloud, GenAI Service, pouvoir faire ce genre de travaux. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers les équipes commerciales, les équipes techniques. Vous avez nos contacts sur LinkedIn ou même voilà directement par mail. Et je vais m'arrêter là et passer la main directement à Patrick pour la partie Q&A. Merci, super, Kevin. Je vous propose effectivement d'ouvrir cette session de questions-réponses. Pendant ce temps-là, vous pouvez toujours utiliser le petit bouton pour les questions et on pourra y répondre d'ailleurs à l'écrit également, donc n'hésitez pas. Je demande à tous nos intervenants d'allumer leur caméra et leur micro. Voilà, super. Euh, je pense qu'on va commencer avec toi, Philippe, parce que il y a des questions sur est-ce que ces services dont on vient de parler, notamment Kevin, GenAI Services, l'ensemble des stacks Oracle, est-ce que c'est plutôt pour des projets, on va dire, complexes? Est-ce qu'ils sont également peut-être adaptés, tu vois, des prototypes plus simples? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Absolument. Alors effectivement, il se trouve que dans la presse, on va pouvoir lire que certains très grands noms de l'IA, comme des sociétés comme OpenAI, même Microsoft avec son moteur de recherche, utilisent nos infrastructures pour leurs produits d'IA. Mais en fait, c'est aussi la volonté d'Oracle de démocratiser les technologies dont on a besoin quand on est une entreprise de toute taille. Et donc la réponse c'est non, c'est pas réservé uniquement aux groupes qui ont les projets les plus ambitieux. On peut très bien avoir un projet assez modeste d'IA, démarrer avec Oracle. Et d'ailleurs, en particulier sur l'intégration de l'IA, on a vu dans la démonstration de Kevin des outils comme pour faire du dashboarding et des outils de restitution de l'IA sous forme de dashboard. Mais on peut aussi parler de notre solution low-code de développement d'applications mobiles et web qui facilite la vie de beaucoup d'entreprises qui n'ont pas ces compétences-là, mais qui souhaitent faire vivre une application pour répondre à un besoin opérationnel ou client. Donc, non, on peut avoir un petit projet ou avoir des capacités modestes et tout à fait s'appuyer sur Oracle sans difficulté. Ok, merci Philippe. Également une question sur les offres Nvidia. Donc Nicolas a impressionné par son Grizzly, la détection de Grizzly. Mais est-ce que c'est disponible, Philippe, sur OCI et comment? Voilà, c'est comment on y accède. Alors oui, bon, donc le plus simple en fait, parce que Nicolas a parlé de cette solution NVIDIA, enfin de l'approche NVIDIA AI Enterprise, hein, qui est un peu le moyen d'accéder à tout ce portefeuille de solutions NVIDIA avec le support. Et il se trouve que tout simplement, c'est présent sur la marketplace Oracle. Donc les clients OCI peuvent bénéficier de ce service directement au travers de la marketplace. Ok.
Merci Philippe. Et un peu sur Nicolas, tu as cité Cosmos. Est-ce que par rapport au service de computer vision, ça remplace? C'est quoi le positionnement? En fait, les deux vont se compléter. Aujourd'hui, la computer vision, c'est probablement un des cas d'usage IA qui sont les plus matures dans le manufacturing pour le contrôle des pièces, de qualité, etc., etc. Mais donc là, on a un outil qui s'appelle NVIDIA Metropolis, qui est un framework pour personnaliser des modèles de computer vision, les adapter à ce qu'on veut détecter spécifiquement, etc. Cosmos va en fait prendre l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire que même sur des modèles de computer vision spécifiques, il faut toujours lui apprendre. Je veux faire de la détection de défauts, etc. Il faut quand même que je l'entraîne à reconnaître mes défauts. J'ai eu le cas sur une société qui fabrique des moteurs d'avion, qui veut faire de la maintenance juste en disant quand il revient à l'aéroport, un peu systématiquement, je fais passer une caméra et puis je regarde si le moteur est abîmé ou pas. Le problème, c'est que des moteurs abîmés, par définition, il n'y en a pas tant que ça, sinon on aurait des problèmes avec les avions. Donc il n'a pas beaucoup de données réelles pour entraîner un modèle à avoir une détection fiable Hmm. des défauts qu'un moteur peut avoir. Donc c'est là où Cosmos va pouvoir compléter ça en générant plein de flux vidéo, plein d'exemples, etc. à partir du modèle 3D du moteur, générer plein de data synthétiques qui vont pouvoir entraîner ce modèle de computer vision et en simulant beaucoup de données et pouvoir affiner ce modèle-là. Donc les deux sont très complémentaires, des outils qui servent à faire tourner des modèles de computer vision et Cosmos qui va aider à fournir de la data pour les entraîner sur des use cases pas faciles à avoir dans le monde réel. Ok. Merci Nicolas. Et déjà midi une, je vais prendre une dernière question avant de clôturer. Parce que voilà, on me demande pour le déplacement des données, est-ce qu'on a des best practices, Philippe? Alors, déplacement des données, en fait, d'abord, je vais peut-être faire une remarque préliminaire. On n'a pas nécessairement besoin de déplacer ces données pour bénéficier de nos outils IA. Donc, je prends l'exemple de clients qui auraient une empreinte très forte chez d'autres cloud providers. Ils pourraient très, très bien utiliser nos technologies de base de données avec des fonctionnalités IA extrêmement intéressantes comme la base 23 AI en utilisant la solution directement chez leur cloud provider. Après, il y a effectivement un intérêt à se rapprocher d'Oracle pour donc de positionner ces données sur Oracle pour des cas d'usage qui cherchent la performance. On en a parlé plusieurs fois dans cette session. Et donc là, il y a énormément de solutions qui sont soit de basculer une partie des applications directement de façon à ce que l'IA se nourrisse d'applications chaudes qui sont hébergées, de données chaudes qui sont hébergées directement sur OCI, ou bien de copies. On a des technologies qui permettent de faire des copies efficaces sur le cloud Oracle et ensuite de bénéficier de toute la suite de solutions qui a été présentée aujourd'hui. Ok, super. Merci Philippe. Je vous propose, il reste encore des questions. Je vous propose pour ceux qui les ont posées de rester connectés et nos spécialistes vont y répondre à l'écrit. Voilà, merci encore à tous nos intervenants. Merci à vous tous qui nous avez suivis donc ce matin. Et puis dès cet après-midi, on enchaîne puisqu'on aura le même exercice autour du secteur finance, puis couvrir demain d'autres secteurs d'activité. Peut-être pour vous qui nous avez suivis ce matin revenir nous écouter vendredi matin pour l'IA et la sécurité qui clôturera cette semaine. Voilà, merci encore à tous et très bonne journée. Au revoir.